mon exposé portera plus particulièrement sur un positionnement en sciences de l'éducation et de la formation. Je ne regarde au départ pas une discipline en particulier. Donc ici, pour moi, c'est une étude de cas parmi d'autres, hein, la didactique des langues, mais je regarde aussi la didactique des maths, je regarde la didactique du SVT, je regarde même la didactique de la cuisine, de la manière dont on cuit un œuf. Donc pour moi, je vais partir vraiment dans une démarche anthropologique dans la mesure où l'approche que je vous invite à parcourir un bref instant est une approche anthropologique qui regarde les apprentissages et les enseignements dans toute situation sociale. Je coupe là, je poursuis. Évidemment, ben, on s'en rend bien compte et je pense que je dois avoir à l'autre bout de la chaîne beaucoup de spécialistes sur la question, donc je ne m'aventurerai pas sur des questions techniques sur lesquelles plusieurs expertises existent déjà. On connaît une littérature scientifique déjà très très développée autour du numérique pour apprendre et enseigner. Je n'ose même pas citer la liste, mais bon, quelques exemples en linguistique, sciences du langage, sciences de l'information, de la communication, sciences de l'éducation, de l'information, qui est mon point de vue d'aujourd'hui, psychologie, neurosciences, etc. Ce qui intéresse la démarche en théorie anthropologique puis didactique, c'est de repérer les questions qui se posent. Et donc, voilà, j'en ai repéré un certain nombre. Plus particulièrement pour ce qui me concerne, je m'intéresse aux conditions et contraintes de la diffusion du numérique dans l'enseignement et pour les apprentissages. Et bien sûr, si on regarde quelques questions d'application, quelles sont les spécificités et quels sont les effets de la lecture de textes numériques, par exemple, puisque là, on est dans un regard plutôt sur l'apprentissage des langues et quels sont les enrichissements pour la représentation des contenus, parfois du point de vue d'études comparatives qui peuvent être menées et aussi, par exemple, hein, quelles sont les interactions grâce aux médiations avec le numérique en termes d'écoute, de prononciation, interaction humaine, interaction aussi machine, homme-machine, etc. Donc, c'était quelques exemples, en quelque sorte, pour planter le décor. On a, par rapport à ces différentes recherches, évidemment beaucoup de théories qui ont déjà été développées, beaucoup de modèles. Je n'ai pas pu m'empêcher de reproduire ce petit modèle. Enfin, petit modèle, il n'est pas si petit que ça. Il est assez développé, qui est assez généralement connu. Ce n'est pas mon modèle que je garde pour la journée, mais il me semble qu'il y a certains éléments à pointer qui sont intéressants pour montrer que dans la relation entre le contenu, la pédagogie et les technologies, l'objectif ici est de mettre en lumière l'importance d'une recherche de cohérence entre les outils numériques, la pédagogie et le contenu. Donc, c'est le modèle de Mishra et Kuller, hein. Et en fait, si on reprend leur discours justificatif de leur modèle, donc je l'ai repris, euh, l'idée est que pour intégrer efficacement la technologie à la pédagogie autour d'une matière spécifique, j'aime beaucoup l'idée de vraiment regarder à chaque fois les matières spécifiques et d'essayer de sortir du contexte plutôt général. Il faut donc développer une sensibilité à la relation dynamique et transactionnelle entre ces composants du savoir situés dans des contextes uniques. Donc, on a une matière spécifique, on a des contextes uniques, et ensuite, on va également souligner le fait que les enseignants individuels, le niveau scolaire, les facteurs propres à l'école, la démographie, la culture et d'autres facteurs font que chaque situation est unique et qu'aucune combinaison unique ni de contenu, technologie et de pédagogie ne s'appliquera à chaque enseignant, à chaque cours ou à chaque vision de l'enseignement. J'ai trouvé ce modèle intéressant pour en guise de démarrage de réflexion. C'est que bien évidemment, dans la recherche scientifique, on cherche à trouver des tendances, on cherche à trouver des lois, des modèles qui puissent s'appliquer à plusieurs situations. Il n'en est pas moins que à l'intérieur d'une classe, à l'intérieur d'un groupe d'étudiants, on va toujours trouver des rapports assez personnels aux technologies.
qui forment aussi toute la richesse des situations, mais qui, du point de vue didactique et du point de vue pédagogique, sont des éléments parfois complexes à saisir et à gérer en tant qu'enseignant. Donc, ce modèle, juste pour rappel, il y en a beaucoup d'autres et bon, celui-ci avait le mérite d'être visuel. Et maintenant, excusez-moi, je plonge dans la perspective des sciences de l'éducation et plus particulièrement, j'ai choisi d'avancer sur un cadre théorique qui s'appelle donc la théorie anthropologique du didactique, qui a été développée par Yves Chevalard, qui est connu pour avoir proposé la théorie de la transposition didactique, qui a ensuite évolué vers la théorie anthropologique du didactique, qui s'intéresse donc aux conditions et aux contraintes de la diffusion, mais aussi de la non-diffusion des connaissances de la société. Donc, je pense que c'est intéressant de garder à l'esprit cette non-diffusion, surtout que lorsqu'on introduit des technologies dans nos enseignements, voire dans nos apprentissages, il y a des choses qu'on va faire, mais de ce fait-là, on va peut-être aussi écarter d'autres contenus d'enseignement qu'on aurait pu faire si on n'avait pas introduit les technologies. Donc, il y a certains niveaux de questionnement à garder à l'esprit lorsqu'on parle de diffusion de connaissances. Il faut aussi se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas été diffusé, qu'est-ce qui n'a pas été enseigné et qu'est-ce qui n'a pas été appris, qui aurait mérité d'être appris. Donc, cette approche anthropologique et didactique, l'objectif, c'est d'améliorer notre compréhension des phénomènes engendrés par les technologies numériques. Donc ici, on se pencherait davantage sur l'apprentissage des langues et aussi de réfléchir sur la question des savoirs utiles à enseigner dans le monde du numérique. Savoirs utiles aussi lorsqu'on introduit les technologies dans une situation d'apprentissage, quelle est la part de compétences numériques que je dois acquérir pour maîtriser cet outil. Donc, comprendre les phénomènes ici engendrés à partir de technologies, encore une fois, une série de questions. Donc, je progresse beaucoup par série de questions. Je suis sûre que vous pourrez en poser beaucoup également qui pourraient enrichir notre réflexion. Donc, cette approche anthropologique regarde de manière assez générale, dans un premier temps, les changements de l'enseignement-apprentissage d'une langue depuis l'arrivée du numérique. Et bon, il y a beaucoup de choses à regarder, bien évidemment, et l'exposé de Stéphanie Roussel montre, je trouve, un excellent exemple. Donc, qu'est-ce qui change du point de vue didactique? Comment j'ai dit qu'est-ce qui change du point de vue didactique? C'est qu'est-ce qui change du point de vue des contenus à enseigner, des contenus réellement enseignés, et après, on peut poursuivre le débat, les contenus réellement appris, et ensuite mobilisés, par exemple. C'est difficile à mesurer. Qu'est-ce qui change du point de vue pédagogique? Est-ce qu'on parle des mêmes contenus? Est-ce qu'on parle des mêmes progressions? Est-ce qu'on parle des mêmes techniques pédagogiques? Et évidemment, les outils pédagogiques changent. Quels sont les effets? Quelle progression peut-on noter? Quels résultats d'apprentissage? En fait, en gros, en quoi les technologies changent-elles notre rapport à la connaissance et à la pratique des langues? C'est une question assez générique qu'on peut poser du point de vue, de ce point de vue anthropologique du didactique. Les types de questions qu'un petit didacticien peut se poser, donc j'ai dit petit didacticien parce que je ne vous connais pas et je ne sais pas si vous êtes familier ou pas. Moi, je me dis que en toute personne se niche un didacticien, donc ici on met la casquette du didacticien dans cette approche particulière et on va donc se centrer sur le contenu. Pour enseigner tel contenu, contribuant donc à l'apprentissage d'une langue, si on s'appuie sur l'outil numérique, quels sont les savoirs qu'il s'agit d'enseigner? Évidemment, au titre du contenu de la discipline ou de la matière qu'on veut apprendre à quelqu'un, mais surtout, donc, comme je disais tout à l'heure, au titre de la manipulation de l'outil numérique qu'on va choisir pour instrumenter la situation d'apprentissage, donc pour enrichir les techniques pédagogiques. On va pas, si je prends le cas de l'utilisation d'une tablette numérique dans une classe avec des niveaux très hétérogènes, mais aussi des niveaux socio-économiques des situations socio-économiques très hétérogènes, la manipulation de l'outil va être assez inégale d'un élève
par rapport à un autre. C'est juste un petit exemple hein, qui est relativement parlant, mais qu'on rencontre encore fréquemment lorsqu'on se déplace dans les classes. Et donc, en fait, pour aller plus loin aussi, au-delà de la situation d'apprentissage elle-même, on questionne comment on peut favoriser l'autonomie des apprenants dans leurs apprentissages et pratiques linguistiques à venir, hein, au-delà de l'école, dans la vie quotidienne, pour qu'il y ait en quelque sorte ce réflexe ou un certain réflexe qui reste ancré pour le maintien à un niveau, par exemple, une langue pour son amélioration. Euh, dans cette approche, on étudie, comme je vous ai dit tout à l'heure, les conditions et les contraintes. Et donc, ce qu'on voit par rapport à l'introduction des technologies en éducation, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'ère du numérique, il y a encore dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage des expériences majoritairement personnelles. Et donc, le constat est que le recours au numérique dans l'apprentissage et l'utilisation ici donc des langues, je m'entre-crochet parce que je me projette donc dans mon approche anthropologique de regarder tout objet d'apprentissage. On met ici des langues, donc relève vraiment de pratiques personnelles en informatique et Internet et aussi évidemment d'expériences cumulées sur le lieu du travail. Dès l'instant, on va regarder ce qui se passe sur le terrain. Et donc, ces compétences ne sont aujourd'hui encore rarement le résultat vraiment d'une éducation et d'une formation partagée et formalisée lors des études, lors des formations initiales des enseignants. Et donc, la question qui se pose du point de vue du chercheur en didactique, et après, je prends aussi d'autres casquettes de didacticien. Donc, comment on peut valoriser les expériences et stratégies personnelles tout en encourageant le partage, donc la discussion, la coélaboration des stratégies, afin qu'elles se transforment en ressources collectives. Donc là, on passe d'une réflexion de didacticien du point de vue de la recherche, mais aussi on regarde ce travail de l'enseignant et du fait que, par exemple, au sein d'un collectif pédagogique dans une école ou dans une université ou dans un réseau national ou international, comment faire pour valoriser ces stratégies personnelles sans que ce soit forcément quelque chose qui émane d'une formation initiale, voire de résultats de recherche. Donc, à partir de ces questionnements, il y en a d'autres que se posent, ces didacticiens. Et là, j'introduis un dernier petit modèle. J'ai quelques pop-up. Un dernier petit modèle théorique, toujours dans la théorie anthropologique et didactique, qui est la théorie du rapport au savoir, qui est une théorie que je trouve assez simple et assez efficace pour questionner justement nos pratiques. C'est qu'avec cette idée de pratique assez personnelle, on constate que chaque personne, enseignant-apprenant, a son rapport personnel au savoir. Oui, il y a une manière d'agir. À partir de là, on constate aussi qu'au sein d'une institution existe beaucoup de rapports personnels, plus ou moins négociés institutionnellement. Ce que tel enseignant fait avec les technologies, avec le numérique, ne sera peut-être pas la même chose que tel autre enseignant, alors même qu'au sein d'une école, on préconise une certaine façon d'utiliser ce numérique. Donc, il y a une certaine diversité, disparité de rapport au numérique, et ce qui fait donc émerger parfois une fragmentation institutionnelle, mais aussi personnelle, de la connaissance et des manières de faire. Ce qui forme en quelque sorte peut-être et certainement une richesse dans nos pratiques, dans nos rapports au numérique, mais ce qui est parfois aussi particulièrement problématique au regard des technologies pour s'assurer que tout un chacun arrive à bien l'utiliser et aussi que chaque élève donc, ou apprenant euh, arrive à trouver le bon rapport attendu par l'enseignant par rapport à l'apprentissage qu'il visait et qu'on ne reste pas bloqué devant un rapport au numérique qui serait déjà problématique. C'est aussi ce que analyse, par exemple, Sweller. Donc, il ressort
que pour apprendre avec des technologies, il y a lieu d'apprendre les technologies. Donc, on n'a pas seulement la didactique, par exemple, des langues avec le numérique, mais on a aussi à chaque fois, on devrait intégrer une réflexion sur sur la didactique des technologies utilisées pour l'apprentissage, donc ici des langues. Et donc, un point d'avertissement, c'est qu'il faut pas regarder les technologies en général, mais bien des technologies à chaque fois particulières au plus près de l'intérêt de l'apprentissage. Donc, c'est pas uniquement aussi un rapport fonctionnel, comment fonctionne la technologie en question, du point de vue de là où il faut cliquer et de ce qu'on fait avec, mais à chaque fois comprendre l'intérêt didactique et pédagogique de chaque technologie. Alors, ça a l'air d'être relativement banal, ce que je dis, mais si on s'efforce en tant qu'enseignant de regarder ces éléments avec précision et en interaction avec, d'une part, le contenu à enseigner et d'autre part, notre scénario pédagogique, la manière dont tout ça va se dérouler dans ma séquence de classe, ces questions parfois mettent en lumière certaines conditions à réunir et certaines contraintes à surmonter. Et donc, en quelques réflexions sur finalement comment on va s'y retrouver, hein, puisque si on se met dans la peau de quelqu'un dans une classe, comment on peut s'y prendre? Eh bien, c'est ce modèle anthropologique du didactique propose une certaine démarche, un certain regard sur les contenus. Donc, autour de la question des outils technologiques utiles pour enseigner, si je mets la casquette de l'enseignant ou du formateur, qu'est-ce qu'on va utiliser pour enseigner et qu'est-ce qui peut permettre cet apprentissage et quelles sont donc les compétences numériques, les fameux digital skills qu'il faut viser pour accompagner l'apprentissage d'une langue. Donc, dans cette approche, on va regarder en termes de méthode de travail quels sont les types de tâches que l'on doit apprendre et à accomplir. Donc, les types de tâches, on va les repérer par les verbes d'action. Et quelles sont alors les techniques idoines, les techniques pertinentes pour le réaliser avec le numérique et voir aussi si réellement le numérique apporte quelque chose. Donc voilà une série de types de tâches qu'on retrouve aussi dans les analyses proposées par Tricot, qui a été cité tout à l'heure par Stéphane Roussen. Donc, si on regarde, bon, je ne vais pas tous les reprendre dans le détail, mais chaque type de tâche, on peut mettre des techniques en face. Donc, si on prend le type de tâche lire, ben, on va chercher le choix, on va faire un choix de type de texte numérique, linéaire ou non. Si on regarde le type de tâche écouter, on va repérer tous les choix de format d'enregistrement, les outils d'enregistrement, les applications d'enregistrement et de diffusion, etc. Je regarde si je prends un autre exemple. Oui, l'écriture. L'écriture, donc on va réfléchir sur le choix des supports, les traitements de texte, cartes mentales, les sites, applications. Sans oublier aussi le fait, enfin, c'est une grande question qui se pose aujourd'hui à nous. Est-ce qu'il faut d'abord apprendre à écrire avec le papier et crayon ou est-ce que on avance l'âge de l'apprentissage de l'écriture tapuscrite? Ça, ce sont les questions aussi anthropologiques derrière. Je- Dans cette approche anthropologique, on regarde aussi à chaque fois pour ces différents types de tâches, donc quelles sont les conditions nécessaires, quelles sont les contraintes qui se posent et qu'est-ce qu'on peut révéler au niveau des effets plus largement de la société, ce que j'ai malheureusement pas le temps de développer. Euh, j'ai aussi ajouté en dernier lieu le type de tâche enquêtée qui arrive par le numérique de plus en plus sur le devant de la scène dès dès le plus jeune âge euh, dans notre système scolaire, puisque même dans les petites classes, on apprend aux élèves à aller sur Internet. Donc, on devrait aussi intégrer autour du type de tâche enquêtée
l'apprentissage des techniques, notamment sur Internet. Alors, du point de vue de l'élève, de l'étudiant, on peut aussi se poser les questions de qu'est-ce que je peux faire, quels sont les rapports que je peux construire pour apprendre avec ce numérique. Donc, là aussi, on peut imaginer des méthodes accompagnées le plus souvent quand même par l'enseignant pour essayer de penser et écrire des stratégies personnelles. Et l'enseignant peut aussi encourager ses élèves ou étudiants à les développer en parallèle aux classes qu'il gère. Donc, parmi ces stratégies personnelles, on peut se dire, mais pourquoi pas le récit autobiographique, hein, comment j'ai fait pour apprendre telle ou telle langue, le journal de bord ou le portfolio, qui a le mérite aussi de pouvoir être partagé, et se dire aussi en tant que personne, quelle est ma trousse à outils pour l'apprentissage d'une langue. Donc, application pour la traduction, la prononciation, des sites pour identifier une culture, le fonctionnement d'une société en particulier, etc., les réseaux sociaux. Bien, ce que on cherche à révéler, c'est que dans l'apprentissage d'une langue, et toute la genèse, toute la construction de cet apprentissage qui mériterait d'être davantage étudiée et qui a un poids du point de vue didactique et que le numérique va aider à révéler ou va encourager à révéler, alors que avant, ces stratégies personnelles restaient plutôt euh, dans la sphère très, très personnelle. On peut aussi travailler sur les stratégies collaboratives, hein, donc les expérimentations de tandem qui sont étudiées par plusieurs, notamment dans le cadre de CIVIS, de l'université CIVIS. On peut penser à l'écriture collaborative, y compris les réseaux sociaux, etc. Tous ces outils viennent enrichir en quelque sorte le rapport non seulement personnel, mais peuvent encourager des stratégies collaboratives. Et on peut penser aussi à des entretiens d'explicitation facilités par ce numérique, dans le genre comment tu as fait pour apprendre l'anglais ou comment tu as fait pour éviter de faire certaines fautes d'orthographe. Et c'est en utilisant par exemple Internet, montrer quelle est la stratégie d'apprentissage pour derrière, pourquoi pas, constituer des bases de données partagées de stratégies d'apprentissage d'une langue au sein d'une classe ou au sein d'une promotion d'élèves et qui pourront par la suite comparer comment tout un chacun on l'a fait. Ça mérite donc là on utilise le numérique pour révéler des pratiques qui autrement seraient restées tout à fait personnelles et sans être diffusées, partagées. Donc, je vais terminer sur l'idée d'un croisement de ces points de vue. Donc, j'ai parlé de l'enseignant, du formateur. J'ai essayé de me projeter aussi dans ce rapport au numérique pour apprendre une langue pour quelqu'un de façon individuelle. Il y a évidemment à trouver aussi des croisements de points de vue entre élèves et étudiants, et aussi entre étudiants enfin, au sein d'une groupe, vraiment dans l'idée de ce que les didacticiens appellent aussi une action conjointe. Et donc, c'est intéressant d'explorer cette pluralité d'utilisation pédagogique des technologies et de leur donner une certaine place, hein. C'est une problématique pour l'enseignant, mais l'air de rien, c'est aussi par là que peut venir l'innovation et la créativité. Donc, confronter ces stratégies, ça permet cette dynamique de rapport personnel et institutionnel au numérique. Ça permet une dynamique cognitive, en quelque sorte, aussi, pour favoriser le partage de ces stratégies qui, à mon avis, sont actuellement vraiment nécessaires parce que l'évolution des technologies va tellement vite qu'on ne peut pas attendre à apprendre ces différentes stratégies d'utilisation du numérique par les processus de transposition didactique habituels en attendant que ça figure sur le programme de formation ou sur tel ou tel curriculum. Donc, il faut aussi être conscient et organiser ou favoriser cette dynamique qui peut venir du terrain. Et donc, pour ça, c'est important d'identifier les processus de diffusion
pour que ces stratégies puissent circuler. Donc, on peut penser tout bêtement à des fiches pédagogiques, mais aussi à des banques de cas, par exemple. Il y a, si je cite certaines disciplines, on voit qu'ils proposent des banques de cas dans les écoles d'ingénieurs, dans les IUT, mais pourquoi pas favoriser, ça, je suis sûre que ça existe déjà, hein, vous allez peut-être me dire, ah oui, on en a, des banques de cas de stratégies d'apprentissage de telle ou telle dimension, de telle ou telle dimension de la langue ou de la culture, des exemples de parcours d'apprentissage, et donc aussi identifier les méthodes pédagogiques qui encouragent l'exploration d'outils technologiques et donc là, l'idée, c'est de repérer les discours pédagogiques, par exemple Freinet, par exemple Montessori, par exemple De Crowley ou Paulo Freire, et se dire, voilà, il y a des discours pédagogiques qui commencent à se mettre en avant de la scène aujourd'hui. Quel apport peut avoir l'introduction d'une technologie par rapport à ces pédagogies? Donc, c'est une façon de travailler hein, du point de vue du didacticien. Si je prends le cas de la pédagogie de l'enquête, que beaucoup de personnes connaissent à partir des idées de John Dewey, par exemple, mais à son époque, il n'y avait pas encore Internet. On peut donc ici réfléchir sur quel est l'apport d'Internet dans cette pédagogie de l'enquête et comment ça peut fonctionner en termes de partage de questions, en termes de rapport d'enquête dans un portfolio ou sur une plateforme Moodle, etc. Là encore, on peut donc enrichir ce courant pédagogique avec les technologies et analyser l'effet que ça fait et quelles sont les conditions de mise en œuvre. Donc là, dans 2 minutes, j'ai fini. On pense aussi à ces cas de simulation d'espace et des espaces virtuels et aussi ces pédagogies qui sont orientées sur l'autonomie de l'élève. Voilà, quelle autonomie on peut faciliter, on peut générer avec le numérique, avec les QCM, les jeux sérieux comme répétiteurs, par exemple. Et si on pense à des pédagogies de type accompagnement, voilà, quel accompagnement on peut imaginer, par exemple, pour l'utilisation des outils de traduction en ligne pour mieux les utiliser et éviter de les diaboliser. Donc ça, c'était juste quelques exemples et mon mot de la fin, c'est donc dans cette approche que je vous ai esquissée à grands traits, simplement garder à l'esprit qu'on cherche à comprendre et expliquer chaque type de technologie en vue de contenus très particuliers, dans des pédagogies spécifiques euh, que voilà, cette approche nous invite à toujours questionner avant de se lancer dans des phénomènes de mode ou dans des attentes trop fortes par rapport à ce numérique et nos objectifs d'apprentissage. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà, merci pour votre attention et partageons nos vécus, nos expérimentations ou nos questions. Donc, je vais quitter mon partage d'écran. Hop. Et je vais donc... Merci infiniment, Caroline. Merci beaucoup pour cette Hop. présentation très enrichissante. Eh bien, je vous laisse peut-être lire les questions. Oui, je suis. C'est marrant, il y a un décalage. N'hésitez pas de couper le son sur YouTube. Oui, Merci. oui, c'est coupé. Alors, moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est mettre un document partagé il y a un énorme décalage entre ce que je dis et sur YouTube, c'est un peu troublant, mais c'est pas grave. Ce que j'aurais voulu faire, c'est qu'on partage ces différentes questions qu'on a pu faire. Alors, oui, la question de Olivia, elle est très intéressante parce que effectivement, aujourd'hui encore, on a une réticence assez importante pour l'utilisation numérique et c'est pour ça que j'essaie toujours de voir comment on peut diffuser des pratiques qui ont fonctionné
pour que ça puisse donner des exemples à d'autres personnes. Parfois, ce sont des outils aussi simples que des fiches pédagogiques qu'on met en partage et que tout un chacun peut expérimenter en procédant par petite étape, petite étape. Et je pense que le grand problème de l'utilisation par les enseignants du numérique, c'est les conditions évidemment matérielles, tout simplement, mais aussi parfois d'avoir des idées toutes simples et de se dire, bon, ben, je fais un tout petit peu de numérique dans ma classe, même pendant 10 minutes et ensuite se construire une expérience. C'est pour ça que l'idée de travailler sur des stratégies personnelles d'enseignants, sur des trajectoires d'apprentissage me paraît quelque chose d'important à partager, mais beaucoup plus tôt et donner une place plus importante dans la formation professionnelle, mais regarder aussi au sein de collectifs comment on peut améliorer nos partages de pratiques. Alors, des raisons possibles de non-diffusion de la connaissance, alors de la connaissance des technologies dans la société. Les raisons, oui, enfin, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de raisons de non-diffusion de la connaissance des technologies. J'ai mené une enquête il y a quelques années, mais bon, ça reste quand même assez d'actualité, où j'ai 5000 répondants parmi des enseignants du système scolaire. Et très curieusement, la moitié de la population était favorable à l'intégration des technologies et l'autre moitié était défavorable. Donc ça, c'est au niveau du système scolaire. Je n'ai pas fait la même étude au niveau de l'enseignement supérieur ni de la formation professionnelle, mais les raisons qu'on a pu détecter dans les réponses aux questions ouvertes, c'était très fortement lié aux problèmes techniques, mais parfois aussi par manque d'idées de scénarios pédagogiques dans la classe. Donc, je pense que de ce fait, c'est très important de penser vraiment une didactique spécifique pour l'apprentissage là des langues, mais pas de façon générique, mais de regarder vraiment de façon très détaillée. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'exemple de Stéphanie Roussel, de façon très ponctuelle, tel outil et comment on peut l'intégrer dans la classe. Et à ce moment-là, voir comment on peut diffuser ces idées en quelque sorte. On devrait avoir une meilleure diffusion grâce à des idées qui puissent rassurer aussi les enseignants dans cette intégration. Vous me permettez, Caroline, je Oui, vous transmets juste deux questions. oui, 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 parce que Question d'Eva Lacroix, parce que ça défile vite, hein. Pourriez-vous citer des raisons possibles d'une non-diffusion de la oui, connaissance TIS dans la société? Ça, c'est la première. oui, je l'ai fait. D'accord. Alors, dans quelle mesure le numérique n'est-elle pas, c'est la question de mon collègue Thibault, Oui, vous le voyez? oui. Comment exploiter ces outils d'un point de vue positif pour l'apprenant et non négatif pour éviter un devoir? Oui, c'est euh, elle est très intéressante cette question parce que justement dans l'étude que j'avais faite, on avait cette méfiance par rapport à l'outil, donc on a un rapport effectivement négatif euh, du fait que pour une grande partie des enseignants, surtout dans le système scolaire, l'idée c'est on va utiliser le numérique pour éviter de travailler, pour éviter de faire un devoir. On va utiliser tel traducteur, on va utiliser DeepL pour faire les traductions, etc. Et je pense que il faut changer nos stratégies pédagogiques. Et ce que je disais, par exemple, dans l'idée d'une pédagogie de l'autonomie, au lieu de les refuser, on peut les refuser évidemment de façon globale, mais on peut aussi intégrer des exercices plus ponctuels avec ses élèves ou avec ses étudiants pour dire, on va travailler ça ensemble et on va tester on va enquêter pour savoir si les réponses données par DeepL ou si les réponses données par ChatGPT, par exemple, est-ce que c'est cohérent, qu'est-ce qu'on peut en penser et est-ce qu'on peut vérifier si ce qui est fait est correct. Donc, je pense qu'il faut les intégrer positivement dans
sphère scolaire ou universitaire dans nos formations, travailler également avec ces différents outils pour montrer des façons de faire, parce que de toute façon, je pense personnellement qu'on ne peut pas éviter que ces outils soient utilisés dès l'instant où l'élève ou l'étudiant va être en train de faire ses devoirs ou ses travaux. Donc, autant les accompagner pour leur montrer comment les utiliser. Alors, Y a-t-il peut-être des une questions? dernière question. Oui, en fait, donc je vois en fait à mon écran la question de Jérémy. Euh, il me semble que dans l'enseignement, enfin dans le comment on appelle le bloc de compétences, des apprentissages transversaux, je pense qu'il y a ce serait intéressant de pousser plus avant donc des usages avancés et spécialisés des outils numériques aussi en lien avec les compétences de type esprit critique. Parce qu'il y a d'une part l'utilisation fonctionnelle de ces outils, et je pense qu'il faut qu'on aille au-delà du regard fonctionnel, mais vraiment pousser en avant ce rapport critique à l'utilisation des technologies, dans l'idée du point de vue de l'enseignant, de savoir qu'est-ce que ça me permet de mieux faire apprendre, et quelles sont les compétences nécessaires pour l'élève pour apprendre à bon escient avec le numérique. Et du côté des étudiants ou des élèves, donner plus de place à leurs usages. Mais une dernière petite réflexion. L'une des grosses contraintes aussi de cette utilisation avancée ou spécialisée des outils numériques, c'est que l'enseignant va se sentir en défaut par rapport aux compétences des élèves sur certains outils. D'où l'intérêt de croiser les stratégies et de donner véritablement une place d'être à l'écoute des outils utilisés aussi par les élèves, même Instagram et autres, qui peuvent être très bien utilisés et avoir une utilisation pédagogique. Il n'en est pas moins que utiliser un outil comme les réseaux sociaux où les élèves ont un rapport personnel très développé, c'est évidemment délicat de changer ce rapport personnel et de devoir l'utiliser ensuite dans un rapport un peu institutionnel à l'école. Ça peut provoquer des dissonances et des ruptures qui sont difficiles à dépasser, puisque pour l'élève, c'est quand même aussi son utilisation personnelle qu'il aime bien et qu'il a peut-être envie de préserver et de ne pas l'utiliser pour apprendre. Bon, là, derrière, on en appelle évidemment très volontiers aux sociologues et aux psychologues pour donner des éclairages sur ces dimensions-là. Merci à vous pour votre écoute et je serais Merci très beaucoup. intéressée d'avoir des stratégies. Donc, si vous en avez, on peut continuer à Merci échanger. Caroline. Et Au n'hésitez revoir. pas de partager un document partagé sur le chat si vous le souhaitez, mais vous pouvez rester avec nous en D'accord. direct avec le chat. Merci beaucoup pour Voilà. votre Merci beaucoup. intervention.